Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Quel sujet? Oui, quel sujet? C'est quand le docteur Benbassa m'a contacté, j'ai pas hésité longtemps parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur, le sujet de la guerre, d'abord. Parce que les sociétés totalement aseptisées dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, hyper confortables, ces bulles nous font absolument oublier tout le temps et de façon triste selon moi, ce qui se passe en dehors de la bulle. Et moi, mon métier, c'est d'aller voir en dehors de la bulle. J'ai été très touchée par ce qu'on vient de voir, ces quelques images du prix Nobel de la paix 2018, qui se termine par cette phrase qu'un homme bien, un être humain, est celui qui fait son métier. Moi, j'essaye de faire le mien. Ni plus, ni moins. Donc je ne suis pas une militante, je ne travaille pas dans l'humanitaire, je n'ai rien à vendre. Je n'ai qu'à essayer, et je peux vous dire que ça fait 20 ans que je le fais, je ne suis pas du tout sûre d'y parvenir, mais j'essaye de transmettre. Transmettre, ça veut dire que ce que je vais voir, je ne le garde pas pour moi. Parce que c'est déjà assez difficile d'aller voir, d'en revenir vivante. Mais si en plus on ne partage pas ce qu'on a vécu, eh bien je me demande vraiment à quoi ça sert. Donc moi depuis 20 ans, mon métier, même si aujourd'hui je m'intéresse davantage à la France qu'aux sociétés dont on va parler maintenant, mais mon métier c'est d'aller regarder la guerre. Où j'ai commencé par la Tchétchénie, puis après le 11 septembre 2001, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie. Voilà, ce sont mes terrains de guerre, entre guillemets. Aucune de ces guerres n'est terminée aujourd'hui. Ça, je tiens à le souligner. Ce n'est pas parce que vous n'en entendez plus parler dans les médias qu'elles n'existent plus. Donc, toutes ces violences que j'ai vues, il y a celles que je n'ai pas vues aussi, parce qu'on ne peut pas tout voir, mais elles existent encore. Elles ont encore lieu, et notamment, bien sûr, les violences faites aux femmes. J'imagine que la raison pour laquelle vous m'avez fait venir, c'est que je suis une femme, et je suis également reporter de guerre. Donc effectivement, à ces deux titres, je suis là. Je me rappelle le titre de mon premier livre, Chienne de guerre, qui est un livre sur la guerre en Tchétchénie. Le sous-titre qui avait été suggéré par l'éditeur, c'était « Une femme reporter en Tchétchénie ». Et à l'époque, je me rappelle, donc c'était le livre est sorti en 2000. C'était mon premier livre, ma toute première guerre. J'avais 27-28 ans. Hein. Je peux vous dire que ce que j'ai vu dans cette guerre a changé ma vision de la vie pour toujours. Pour toujours. Eh bien, je ne comprenais pas vraiment pourquoi c'était important de mettre en avant le fait que j'étais une femme, reporter de guerre. 20 ans ont passé. Aujourd'hui, on est dans la société post-MeToo, qui a changé des choses. MeToo, bien sûr, mais encore si peu. Encore si peu. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est d'essayer de vous dire que, effectivement, les femmes ne vivent pas la guerre comme les hommes. Et la femme dans la guerre n'a pas le même rôle qu'un homme. Et la femme reporter de guerre ne voit pas dans la guerre les mêmes choses qu'un homme. Alors aujourd'hui, tout se mélange. Aujourd'hui, il y a plus de femmes reporters qu'avant, c'est tant mieux. Mais il y a également moins d'attention, une attention moins longue vers ces guerres. Quand j'ai commencé à les couvrir, il n'y avait pas les médias sociaux. Donc il n'y avait pas la possibilité d'avoir des voix intérieures à la guerre, comme on a aujourd'hui, qui s'expriment. Alors je ne suis pas là pour dire c'est mieux, c'est moins bien, je ne fais pas partie de ceux qui regrettent toujours le passé. C'est comme ça.
c'est comme ça. Et effectivement, si le système médiatique a changé parce que nos sociétés bougent, deviennent plus narcissiques, eh bien, ce que font les guerres, ce que font les femmes dans la guerre et ce qu'elles sont n'a pas changé. Donc, je voudrais dire quelques mots simplement sur la femme reporter que je suis, être une femme dans la guerre, et ensuite vous parler des femmes qui sont mon objet d'attention, de concentration dans la guerre. Je suis une femme reporter, et dans les guerres que j'ai couvertes, on ne fait pas attention aux femmes, en général. Et donc, dans mon cas particulier, celui d'être une femme occidentale qui arrive dans une guerre, en Tchétchénie, en Irak, en Syrie, eh bien cela a joué en ma faveur. Cette inattention portée aux femmes a joué en ma faveur. Pourquoi? Parce que justement, je pouvais être invisible. Et que dans mon cas particulier, être invisible, ce souci de la discrétion grâce auquel j'arrivais à voir des choses, eh bien, était un atout. Mais attention, qui fait la guerre? Ce sont les hommes. Ce sont en premier les hommes que l'on voit dans la guerre. Quand on arrive sur un terrain de guerre, on voit en premier des hommes. Les hommes sont dehors, les hommes sont combattants. Mais ensuite, ces hommes, ils vous ramènent, enfin, dans mon cas, puisque j'avais choisi d'aller regarder la guerre en immersion, c'est-à-dire sans protection de quiconque, hein. Ça m'amuse beaucoup, enfin ça m'amuse. Aujourd'hui, quand on dit qu'un journaliste qui travaille, enfin qui se meut dans la guerre avec des forces armées est un journaliste protégé. Je ne suis pas sûre. Parce que moi, justement, je pense que l'absence des protections visible, égale la meilleure des protections. C'est-à-dire, moi, ma protection, c'était les familles. C'était qui m'accueillaient. C'était justement ma capacité d'adaptation aux situations, à être dedans comme ceux qui la vivaient. Donc sans protection, puisque ceux qui vivent la guerre, qui la subissent, n'ont pas de protection. Et je suis par exemple toujours très choquée quand je vois un journaliste arriver sur un terrain de guerre avec lui-même une armada, ça arrive, hein, surtout quand on travaille pour des télévisions américaines, une armada de protecteurs armés et avec par exemple un gilet pare-balles, alors que la personne à qui on pose une question et de laquelle on dépend, puisque si on est là, si on pose une question, c'est bien pour respecter la réponse, l'écouter. Et cette personne n'a pas de gilet pare-balles. Pour moi, ce déséquilibre est très choquant. Donc, les hommes qui font la guerre, à un moment donné, me ramènent tous chez eux, chez leurs femmes, où il y a leur mère, leurs sœurs, leurs filles, leurs épouses. Mais ils savent parfaitement que je ne suis pas une femme comme les leurs. Donc ils savent faire la différence. Et en fait, cette femme qui semble invisible dans la guerre, eh bien, elle est capitale. Elle est capitale parce que les femmes dans la guerre n'ont qu'une obsession, c'est la survie. C'est l'organisation du foyer. Parce que, attention, le foyer continue à exister. La vie dans la guerre se poursuit. Moi, c'est ce que j'ai raconté dans tout ce que j'ai produit sur la guerre. Je n'ai fait que raconter la vie dans la guerre, parce que la vie continue. On a tendance à l'oublier. Et qui est garant de cette vie? Eh bien, ce sont les femmes. En dépit de tout ce qu'elles ont à subir, de toutes ces violences dont vous allez parler toute cette matinée, les femmes continuent à être les grandes organisatrices. Et il y a certains moments, d'ailleurs en Tchétchénie, où j'étais tellement dans
la guerre, dans mon observation de ce qui se passait, et la guerre, il ne se passe pas toujours quelque chose. On n'est pas toujours, nous, les journalistes, au bon moment, au bon endroit. Et qu'est-ce que c'est que le bon moment, d'ailleurs, et que le bon endroit? Donc c'est comme au cinéma entre deux prises, hein. Entre deux bombardements, il y a des tas de choses qui ne sont pas forcément très visuelles, qui se passent. Et ce sont ces choses-là que j'ai voulu raconter. Par exemple, l'ennui, la spirale de l'enfermement, parce qu'elle existe. Le moment où, après, il y a plusieurs phases dans la guerre, il y a toujours plusieurs phases. Il y a une phase de grande excitation, il y a une phase des populations civiles, je parle. Il y a des phases de combat actives. Et puis ensuite, il y a, et souvent ça dure longtemps, une espèce de palier qui est atteint quand les parties en présence, pour faire court, se regardent en face à face comme en chien de faïence. Ça, je l'ai vécu en Tchétchénie, je l'ai vécu en Irak, je l'ai vécu en Afghanistan. J'ai écrit un livre entier là-dessus en Afghanistan qui s'appelle « Les brouillards de la guerre ». Quand on est dans ce moment qui dure longtemps, qui dure des années, sur les forces d'occupation ou de libération, ça dépend de quel côté vous êtes, qui sont souvent des forces étrangères qui sont là, et puis la minorité combattante, et évidemment pris en otage entre les deux, la grande majorité de la population civile, qui subit les affrontements des uns avec les autres. Eh bien, dans ces moments-là, par exemple, oui, en Tchétchénie, je me souviens, j'épluchais les pommes de terre avec les femmes de la maison tous les matins, parce que j'avais rien d'autre à faire. Et parce que c'était ça, être avec elles et vivre la guerre. Et donc, il fallait le raconter. Quand j'étais à Bagdad en 2006, qui est l'année où il y a eu le plus grand nombre de victimes civiles, souvenez-vous, il y avait 100, 200, parfois 300 morts civiles par jour, sunnites contre chiites, chiites contre sunnites. Et tout Bagdad était divisé en cartes. La carte de Bagdad était complètement redessinée entre les quartiers sunnites, exclusivement, de plus en plus sunnites ou chiites, parfois quelques quartiers mixtes. Moi, j'étais dans une famille chiite vivant dans un quartier mixte, mais on ne pouvait plus sortir. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien qui fonctionne. Les rares semaines où il y avait encore des possibilités d'aller à l'école, les jeunes filles de la maison dans laquelle j'habitais, les parents se saignaient pour pouvoir payer 3 chauffeurs, un chauffeur sunnite pour traverser le quartier sunnite. Et puis ensuite, on change de voiture, on prend un chauffeur chiite pour traverser le quartier chiite, etc. etc. Et dans cette spirale de l'enfermement, c'est vraiment, on se sent tiré vers le bas. On ne peut plus, on n'a plus la même notion du temps que, évidemment, dans un pays qui ne vit pas la guerre. On vit chaque seconde. Chaque soir, on est content d'être encore en vie. On se demande si le lendemain, on va une fois de plus y arriver. Donc le courage des femmes dans la guerre est exceptionnel. Sortir dans ces conditions pour continuer à nourrir le foyer, sortir sous les bombardements en Tchétchénie, comme j'en ai vu faire tant, chercher de la neige pour pouvoir la faire fondre dans samovar et qu'on puisse boire du thé, parce qu'il n'y avait rien d'autre à boire. C'est exceptionnel. Et puis une femme reste une femme. La coquetterie, le maquillage, là aussi j'ai souvent été interrogée là-dessus en revenant. Vous savez, pour moi le plus dur, c'est pas de partir. D'ailleurs, c'est plutôt de revenir. Parce que quand je reviens ici, dans ce pays qui est le mien, qui n'est pas en guerre, qui, quoi qu'on en dise, vit hyper confortablement en rapport, en comparaison avec les pays de guerre dont je vous parle ce matin, eh bien, c'est difficile de capter l'attention de ceux qui ne savent pas ce qu'est la guerre. Et c'est parfois difficile pour moi de répondre aux questions qu'on me pose. Oui, j'ai raconté comment les femmes continuaient à avoir envie de bien se coiffer, de se maquiller dans la guerre. Elles ont raison. Et j'ai raconté comment les femmes ont aussi des histoires d'amour pendant la guerre. J'en ai vu, j'ai été parfois la complice, la personne à qui on racontait ces histoires, parce que justement, mon statut de femme, certes,
mais femme de passage, fait qu'on peut me confier des choses. Parce qu'avec toutes ces femmes, j'ai engagé le dialogue. Et ça, c'est, je terminerai là-dessus, quelque chose de très important. Pour moi, parce que je suis une femme et que j'ai donc exclusivement travaillé sur des terrains de guerre, dans des sociétés musulmanes, dans lesquelles les rapports hommes-femmes ne sont pas les mêmes que les rapports hommes-femmes dans les sociétés occidentales. Des rapports qu'il a fallu que je comprenne, auxquels il a fallu que je m'adapte. Et il m'a beaucoup intéressé de m'y adapter. Parce que si je ne m'y adaptais pas, je n'avais aucune possibilité d'essayer de saisir les rapports hommes-femmes dans ces autres sociétés. Et il n'est pas question pour moi de juger. Il est question pour moi d'essayer justement de saisir la complexité de ces situations si différentes des nôtres et de nous les raconter pour qu'on puisse se rendre compte de ce qui se passe. Avant d'agir, bien sûr que je suis en faveur de tout ce que les humanitaires font et puis les politiques aussi, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais pour que les humanitaires et que les politiques agissent, travaillent, il faut d'abord qu'ils aient une idée de la situation et que cette idée soit la plus proche possible de la réalité et non pas l'idée qu'ils s'en font avec leurs propres stéréotypes. Ça, c'est quelque chose que je combats. Les stéréotypes, ils sont extrêmement nombreux. Les nôtres sur eux, entre guillemets, et les leurs sur nous. Parce que les stéréotypes, c'est dans les deux sens. Et justement, c'est ce qu'il m'a été permis d'observer par le dialogue avec ces femmes afghanes, irakiennes, syriennes, tchétchènes. Ces femmes qui avaient eu très peu l'occasion de parler à une femme occidentale. Et voilà que je me trouvais en face d'elles pour des nuits, des journées, des semaines entières, parfois des mois. Et j'étais tout entière dépendante d'eux pour me nourrir. Et ma survie était, mes chances de survie étaient les mêmes que les leurs. Je partageais ces moments avec eux parce que je pense qu'un reporter, c'est ça son métier. C'est qu'il ne peut raconter que ce qu'il a partagé. Moi, je ne suis pas romancière. Je suis tributaire de la réalité. Mais la réalité, il faut que j'aille la chercher. Il faut que j'aille la vivre. Et ces femmes, je dois dire que ce qui m'a le plus émue, c'est leur perplexité vis-à-vis de ma liberté. Combien de discussions j'ai eues. Donc ce n'était pas des interviews, vous voyez, dans le sens où je pose une question, elles y répondent, et puis c'est suffisant. Non, ce sont des dialogues. Elles m'ont posé autant de questions que je leur en ai posé. Et ces questions, souvent, tournaient autour de la liberté qu'elles percevaient être la mienne. Par exemple, il y a toujours une question qu'on m'a posée. Et au tout début, il y a donc presque 20 ans, je ne savais pas tellement comment répondre à cette question. La question qu'on me posait, c'était « Comment ton mari a-t-il pu t'autoriser à venir faire ce que tu fais ?» Alors d'abord, à l'époque, j'étais loin d'être mariée. Alors, je m'inventais un mari. Parfois, je me suis inventé aussi des enfants, parce qu'effectivement, à l'âge que j'avais, même il y a 20 ans, c'était déjà, au vu des standards des sociétés que j'observais, un âge tardif pour se marier. C'était presque souvent inconcevable pour les femmes, parfois illettrées, des villages où j'habitais, de comprendre que j'étais une femme seule. Et puis, au fil du temps, j'ai su quoi répondre. Et puis, la réponse a correspondu à la réalité de ma vie, à savoir ce que je leur ai dit, et je l'ai dit des centaines de fois, que je ne demande pas l'autorisation à mon mari pour aller faire ce que je fais. Ah, grande perplexité devant mes amies femmes. Comment est-ce possible? Mais parce que mon mari me respecte. Mon mari respecte ce que je fais, mon choix. Le choix qui est le mien, qui est de ce métier, certes un peu spécial, mais qui est celui d'aller voir des pays, des terrains qui ne sont pas les miens. Et s'engager souvent de grands débats sur la liberté.
Alors, il y a eu parfois des moments cocasses quand, au fin fond de l'Afghanistan, parce que je parle beaucoup de langues, mais il y a pas, je ne peux pas parler toutes les langues de tous mes interlocuteurs. Et parfois, donc je n'arrive jamais avec, évidemment, un traducteur, parce que c'est déjà compliqué d'être soi-même en immersion et de s'adapter, mais c'est encore plus compliqué quand on est plusieurs. Et souvent, mon traducteur est un homme de la famille. Souvent. Parce qu'en présence d'un homme de la famille, les femmes parlent. Mais quand on arrivait sur ces sujets de la liberté entre femmes, je sentais que le traducteur homme de la famille avait beaucoup de mal à traduire. Et là, il y avait pas mal de rires et les femmes se rendaient compte que sa traduction était très courte ou alors lui... et donc, ça nous engageait sur des terrains assez intéressants. Mais je dois dire que, au final, seule une minorité de femmes enviait ma liberté. Alors que la majorité en était plutôt effrayée. Mais pourquoi effrayée? Je ne leur jette pas la pierre du tout. C'est tout simplement qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et la majorité des femmes dans les pays en guerre que j'ai couverts ne connaissent pas cette liberté que je représente. Et comment pourraient-elles la connaître au vu de leurs histoires, de leur culture? Et en plus, et ça je le souligne, parce que c'est jamais, à mon sens, assez bien compris, je terminerai là-dessus, en présence des troupes armées étrangères. Nous pensons aller les libérer. Je ne suis pas là pour dire si nous avons tort ou raison, j'ai fait des dizaines de conférences là-dessus, le sujet n'est jamais clos. Mais il faut essayer de se mettre à la place de ceux qui subissent une occupation étrangère. Une occupation est toujours une occupation. Et la présence des troupes étrangères dans les pays que j'ai couverts a souvent été une raison de plus pour ces sociétés de rester ultra-conservatrices. Parce que les troupes étrangères font peur. Bien sûr qu'elles font peur. Et donc être journaliste, être femme reporter dans la guerre, pour moi, c'est uniquement essayer de rendre compte de toutes ces différences et surtout, au final, de rester à sa place, celle de passeur. Voilà. Merci beaucoup.